Chers auditeurs et auditrices sur Alias 92, bonjour, l'émission Ambaro. Ambaro reçoit Saounda Benarif, bonjour. Bonjour. Oui, rendez-vous est donné, comme à l'Assemblée aussi également, si on parle donc de nos fameuses lois électorales. Beaucoup de bruit, en fin de compte, beaucoup d'hésitations, beaucoup de critiques, beaucoup d'interpellations. Mais jusqu'à la preuve du contraire, donc, on a compris que c'était quand même à la va-vite. Que soit la décision prise. Et heureusement que les lois électorales sont des lois organiques. Ce sont des lois que la Constitution exige une réflexion sur 15 jours au moins, un vote de majorité absolue, c'est-à-dire il faut 76 députés et 32 sénateurs pour le voter, parce que je crains que sinon, peut-être que en 2 temps, 3 mouvements, ça aurait été déjà voté. Il n'y aurait pas eu l'opportunité de débattre, de faire des communiqués, de sortir des articles de presse, de faire des émissions comme celle-ci. Et c'est vrai que la majorité parlementaire est sans doute acquise. Et notre Constitution rend très difficile la possibilité d'amender des projets de loi proposés par le gouvernement, sans le consentement de ce gouvernement. Et donc, il est probable que la loi sera votée telle qu'elle, sans trop d'amendements. Mais c'est à voir encore. Oui, mais n'empêche, c'est le résultat aussi de l'entrée tardive du dossier même au sein de l'Assemblée nationale. On a tellement voulu traîner sur la chose que maintenant, c'est un peu le brouhaha. Absolument, c'est exactement ça, parce que ce n'est que le début. Les projets de loi, il faut les promulguer, il faut que les lois passent le test constitutionnel à la HCC. Donc, il faudra ensuite les décrets qui suivront, la mise en œuvre de ces lois. Dans certains cas, les lois prévoient la création de nouvelles institutions ou d'institutions qui ne sont pas encore en place, et cela prendra du temps. Et effectivement, c'est très tard. Et pour les candidats, ça rend donc les règles du jeu encore floues. Même si on pense que ces lois éclaircissent la situation, en fait, non. Parce qu'il y aura encore beaucoup de textes réglementaires à attendre sur la mise en œuvre de ces lois. Mais la société civile a fait part aussi de ses inquiétudes au niveau de l'Assemblée nationale. On n'a pas tellement eu d'écho aussi d'ailleurs. Est-ce à dire que les députés en soi-même sont pris au dépourvu? Ça, je ne sais pas. Je sais que il y a quand même des surprises dans cette loi. Il y a quand même des choses inattendues. Par exemple, le fait de réintroduire les bulletins séparés pour le second tour de l'élection présidentielle, ou le fait d'éliminer le scrutin de liste pour l'élection des députés, alors que dans certaines circonscriptions, il y a plusieurs députés, parce que le nombre de députés, en fait, devrait dépendre de la population, du nombre de personnes dans la circonscription. Et donc, le scrutin uninominal direct en un tour veut dire que quelqu'un qui gagne 10% des voix pourrait devenir député de Madagascar. Du neuf avec du vieux, en rajoutant donc les parabuffles, comme on dit, du régime, mais tout cela, ça inquiète quand même pour des élections crédibles, avec tous les mots qui s'en suivent. Exactement, on a nettement l'impression que l'on ne veut pas organiser des élections vraiment transparentes et crédibles. Et c'est ça, nettement, l'impression qui sort de tout cet effort, qu'il y a de la mauvaise foi, qu'il n'y a pas vraiment eu la volonté de dialoguer avec les autres partis politiques ou la société civile. On fait semblant. Et justement, dans les textes, il y a elles sont réorganisées. Ça rend difficile la comparaison aux textes d'auparavant. Ça rend un peu plus difficile le fait de savoir est-ce que ça vraiment été une amélioration, est-ce qu'on a vraiment changé les choses. Donc, et il y a dans l'introduction de certains désirata de la société civile qui sont introduits puis retirés à la fin, comme si on n'allait pas lire jusqu'à la fin le texte de loi. Je prends par exemple concret le cas du financement des campagnes électorales. 30 articles ont été introduits
Et dans les dispositions transitoires, ils ont dit que ces articles-là n'entreront en vigueur que dans 3 ans. Entre-temps, je crois que la loi pourrait changer. Oui, mais ils seront installés. Mais le principe même de faire semblant qu'il y aura semblant d'ouverture et d'écoute, vous voulez dire alors. Exactement. Ouais. D'autres points aussi ont été soulevés qui a vraiment interpellé les partis politiques. Ce sont ces ministres qui veulent se lancer dans les élections, qui ont le droit de continuer à exercer leurs fonctions. Oui, ça c'est très étonnant. Non, on avance et on recule en même temps. Il y a eu beaucoup d'avancées quand même en 2013 et qui maintenant sont retirées du texte. Et ces principes-là, justement, de neutralité de l'administration ont été réduits par rapport à ce qu'il y avait en 2013. Et c'est dommage. On devrait, par contre, insister quand même que le progrès va toujours en progressant. On ne va pas régresser à nouveau avec ces textes. Et de même aussi, par exemple, pour les résultats du premier tour, s'il y a souciance, le temps donné à chaque candidat est quand même très, 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 très limite pour pouvoir vérifier, non ? Oui, absolument. Oui, non, la contestation, déjà, en fait, c'est très difficile d'introduire des actions en contentieux pour protester les résultats. Ce l'était déjà, et là, c'est rendu encore plus, je pense, encore plus difficile. De toute façon, personne n'y croit. Là, nous avons beaucoup d'expériences en termes de contestation post-électorale qui n'ont mené à rien, sauf, en fait, pour enlever des personnes légitimement votées et les remplacer avec quelqu'un pro-régime 3 à 4 mois après le vote. Le maire change. Soi-disant parce qu'il a eu une contestation, un contentieux qui est devant le tribunal administratif. Donc, de toute façon, moi, de toute manière, je pense que c'est très difficile, a posteriori, de contester un résultat électoral. Et d'où donc l'importance de tout ce qui vient avant. Et pas juste 2 ou 3 semaines avant, mais 1 an, 2 ans avant, y compris la clarté des textes et des règles du jeu. Oui, donc on fait un gros paquet de dossiers comme tel pour 4 jours de lecture et de compréhension quand même. Par rapport à un autre événement qui est juste à côté, c'est les assises du réseau de compétences électorales. Est-ce que cela peut illustrer, sans pour autant de faire de l'ironie ? Oui, il faudrait voir quand même. Je pense que un des problèmes du réseau francophone électoral et peut-être de savoir est-ce que vraiment c'est un exemple. Les élections les plus récentes qui ont vraiment dominé les médias internationaux étaient les élections au Kenya. Qui n'est pas membre du réseau francophone et où il y a eu tentative de modernisation, d'utilisation par exemple des moyens de télécommunication où la personne en charge de la télécommunication, de l'Internet au sein de l'équivalent de la CENI a été assassinée pour savoir quel était le mot de passe pour avoir accès à la liste électorale ou aux données électorales, etc. Et on fait comme si ça n'a pas eu lieu, ça. Il y a des risques très importants liés à l'informatisation de tout le système. Et est-ce qu'on se prépare pour ce genre de manipulation des données électorales, même de l'Internet, etc., comme on voit aux États-Unis maintenant que la Russie d'interférer dans les réseaux sociaux avec le fake news, etc. Et donc on a ces assises à côté, mais je ne suis pas sûre que ce réseau-là soit le plus exemplaire et le plus. On ne peut pas en tirer leçon quand même par rapport déjà à ce qui se passe chez nous actuellement au niveau peut-être le cas du Sénégal. Je ne sais pas quel pays, je dirais, était particulièrement exemplaire dans l'espace francophone africain. Peut-être dans d'autres. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant le timing, la coïncidence, qu'il voit notre Parlement en action
Mais je crois que quelque part, ça me rassure quand même qu'il y ait réaction. Ça me ferait beaucoup plus peur si les médias, si la société civile, si les partis politiques ne disaient rien ou ne pouvaient rien dire. Au moins, il y a beaucoup de communication sur les ondes, etc. Est-ce que ça va donner les résultats qu'on espère? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, on peut contester, protester, questionner. Donc les choses sérieuses vont commencer maintenant? On parle d'amendement ou quoi que ce soit Les autres avancent. Je pense que les gens ne veulent même pas attendre. Par exemple, on voit déjà qu'il y a différents candidats qui s'annoncent et selon la nouvelle loi, soit on doit être investi par un parti, soit on doit être parrainé, par exemple. Et on ne sait pas sur ces nouveaux candidats qui se présentent dans quelle case ils tombent. Est-ce qu'ils seront investis par un parti? Est-ce que le parti est officiellement inscrit sur le registre des partis politiques au ministère de l'Intérieur? Est-ce qu'ils ont eu leur congrès? Est-ce que ce sera validé par la HCC, etc. Donc absolument, c'est maintenant que les choses commencent vraiment. Mais c'est là aussi où je dis que les décrets, la réglementation sera très importante et elle va tarder aussi. Normalement, elle devrait sortir en même temps que ces textes de loi. Mais l'on sent quand même que la CENI se fait un peu dédoubler par rapport à ce grand dossier électoral, non? Oui, alors ça c'est le cas de la CENI. D'un côté, donc la création de la CENI comme structure indépendante de l'État central, alors que historiquement les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est celui qui est responsable pour l'état civil. C'était facile pour le ministère de l'Intérieur de préparer, par exemple, les listes des électeurs, parce qu'ils avaient la liste de tous ceux qui avaient des cartes nationales d'identité. Et maintenant, vous avez une entité parallèle qui s'appelle la CENI, qui n'a pas la main mise sur l'état civil. Et non seulement ça, mais elle n'a pas la structure démembrée sur tout Madagascar. Et loin de Tana, elle est malheureusement, elle est dépendante de ces administrateurs civils expérimentés du ministère de l'Intérieur. Et l'autre chose, c'est que les textes n'ont pas voulu vraiment donner le pouvoir de proposition de loi à la CENI, même si tout ce processus de commission consultative, comité interministériel a été mis en place parce que la CENI a au moins le droit, selon la loi, de faire des propositions sur les textes de loi, mais après elle n'a plus rien à dire et même si elle désire quelque chose, elle devient exécutante, tout compte. Exécutante et elle n'est elle n'aura pas forcément tout ce qu'elle désire. Et le basket fund est de leur côté, par contre. Oui, mais le basket fund, encore une fois, est très, très limité par rapport à ce dont la CENI a besoin. Et ce n'est plus une question uniquement d'argent non plus, mais c'est vraiment d'hommes, de personnes pour peupler cette grande structure indépendante, mais vraiment administrative, qui va dans tous les districts et dans toutes les communes et dans tous les bureaux de vote de Madagascar. Alors, quand on dit toujours dossier électoral, les médias aussi ont été un peu, pour ne pas dire vraiment griffés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous savez, déjà dans la loi électorale qui existait auparavant, il y avait déjà ce principe d'équité quand il s'agissait des radios et télévisions nationales, publiques. Et ce principe, évidemment, est logique, parce que la radio nationale et la télévision nationale nous appartient à nous tous. Et nous tous, malgaches, pensons que pendant la phase électorale, il faudrait donner égalité de temps d'antenne et d'accès gratuit aux ondes nationales qui nous appartiennent à nous tous. Mais ce qu'ils ont fait dans ce texte, c'est élargir le champ d'application de ce principe aux entreprises privées. Et sans
apparemment leur avoir consulté ou même réfléchi à comment ça s'organiserait dans la vraie vie. Comment, s'il a 33 candidats, une chaîne de télévision privée pourrait accorder le même temps d'antenne à tous ces différents candidats gratuitement. L'autre chose, c'est qu'ils ont introduit des sanctions, donc en cas de non-respect de ces principes d'accès aux antennes privées comme publiques. Et les sanctions sont beaucoup plus pénibles, beaucoup plus difficiles pour les entités du secteur privé, parce qu'il s'agit d'une partie du chiffre d'affaires et même la suspension des programmes. Comme par exemple, cette émission pourrait être suspendue si vous avez donné 5 minutes de plus à un certain candidat et par rapport à un autre. Et donc, il y a des choses comme ça qui sont vraiment très vexantes. Parce que, au lieu de créer cette atmosphère de crédibilité, de transparence, d'apaisement, ça crée la zizanie. Et en plus, il n'y a aucune clarté. Il faut des textes. Là, c'est un cas de décret où on explique comment est-ce que les chaînes privées doivent ou pourraient se conformer à ces... C'est peut-être le partenaire public-privé à leur manière. Je pense que ça a choqué oui. Autant de gens que de simples auditeurs que téléspectateurs quand même. Les patrons de presse aussi. C'est ça. Quel est le principe directeur? Est-ce que c'est le fait que le parti au pouvoir se trouve bloqué par rapport aux médias privés? Il y a des journaux, par exemple, qui ne publient jamais les photos du régime, par exemple, ou il y a des nouvelles qu'on apprend à travers les rendez-vous du président, etc., mais qui ne sont jamais couverts dans la presse privée. Et est-ce que c'est un moyen d'obliger la presse privée de couvrir les activités du régime en place? Mais ça, c'est vraiment pas un principe... C'est pas un trop basique quand même, comme réaction alors? C'est ça qui étonne. C'est ça qui étonne. Parce qu'on parle de démocratie, liberté d'expression, état de droit. Oui, mais il y a aussi la liberté de propriété. De propriété aussi. Ouais. Et quand il s'agit, encore une fois, quand il s'agit des antennes publiques qui appartiennent à nous tous, financées par nos impôts, là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'une entreprise du secteur privé, et le forcer à faire certaines choses, tout simplement par principe, ça c'est une violation de plusieurs libertés fondamentales, oui. Donc, de ce fait, qu'est-ce qui pourrait y arriver lors des élections à cette allure-là? Ça ne fait que commencer, c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer, mais déjà c'est un petit peu la zizanie. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que déjà l'annonce de ces candidatures indique que les gens sont pressés maintenant, le temps presse. Bientôt, il y aura les décrets de convocation des électeurs, on sera en pleine phase électorale et on s'empresse à le faire sans même attendre ces textes. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de principes dans ces textes qui existaient déjà avant, mais qui n'ont pas été respectés, comme égalité d'accès d'antennes publiques. Et maintenant, apparemment, à Madagascar, on va beaucoup discuter de ces lois, mais une fois qu'elles sont adoptées, est-ce qu'elles seront vraiment appliquées? Tout ça est à voir. Et on essaie aussi de façonner d'une autre manière les démissions, par exemple, ou les intérims. Oui, tout cela reste aussi flou. Oui, exactement. Le qui était précisé quand même sur la loi pour l'élection du président, c'est que la passation de pouvoir sera entre le président sortant démissionnaire et le président élu, ce qui laisse ce n'est pas clair, mais c'est une indication qu'ils entendent revenir tout de suite après les élections, qu'ils aient gagné ou perdu, s'ils ont été démissionnaires. Non, il y a beaucoup plus de questions en fait
qui sortent de ces textes. Nous en avons posé quelques-unes. On n'est pas sûr qu'on aura les réponses. Et donc, dans un mois, quand ces textes seront promulgués, il y a encore le test de constitutionnalité au niveau de la HCC. Oui. Une fois qu'on a les textes sous les yeux, il se peut qu'on ne connaisse pas vraiment la réponse aux différentes questions. C'est comme le ZES alors. Ça pourrait aussi avoir une réaction comme le ZES. Revoyer une copie une troisième fois, c'est possible ça? Non, mais tout est possible, bien évidemment, hein, parce que une loi organique, il n'y a pas un délai avant lequel on peut l'amender ou revenir dessus. Donc, effectivement, il se peut qu'une loi soit votée par la majorité requise, elle soit promulguée, et puis à la session parlementaire de mai, on revient dessus. Tout est tout à fait possible. Tout est possible encore? Ah ben oui. De rejouer donc sur la matière, oui. techniquement? Oui. Donc on pourrait arriver donc à nos fins, tout compte fait, aux fins, je veux dire, avoir cette élection crédible. Oui, mais ce sera très en retard si c'est en mai, mai, juin, avant de savoir les règles du jeu. Non, c'est déjà trop tard maintenant en fait, parce que les gens souhaiteraient passer à l'action, préparer le combat électoral, et on attend encore les textes, encore quelques semaines. On a plusieurs fois soulevé ici que plusieurs personnalités se lancent maintenant dans la présentation de sa candidature, mais tout compte fait, il y a bien mélange du genre entre pré-campagne, campagne et propagande maintenant, c'est trois là, dans les projets de loi, il n'y a strictement rien sur la pré-campagne. Ça, c'est une chose demandée qui n'a pas été du tout considérée. Ils ont gardé les délais pour la campagne électorale sans vraiment définir non plus. Il s'agit de quoi quand on parle de campagne électorale? Est-ce que le fait d'organiser une conférence ou peut-être de réunir ses partisans pour célébrer les 10 ans de l'anniversaire du parti, ou le fait d'organiser un débat télévisé. Est-ce que c'est de la campagne électorale? On n'a aucune réponse là-dessus. Et donc, ce sera au ministère public qui a le pouvoir de sanctionner et de punir, qui va décider, ça c'est de la campagne, ça c'est pas de la campagne. Sans ça faire c'est de autorisé. deux poids, deux mesures quand même. C'est ça le risque. Ouais. Si au moins on laissait tout le monde faire de la pré-campagne, on se demande alors pourquoi il y a même cette période de campagne électorale, sauf pour le tapage, le bruit, le carnaval, le camion qui passe dans la rue avec la musique et tout ça. Mais s'il s'agit de faire des rassemblements, pourquoi devoir attendre la campagne les 30 jours avant le vote? Laissons un peu de côté les lois électorales et on va revenir après 3 semaines, mais il y a eu le mouvement Oxay sur tout le territoire. Vos appréciations? Non, c'est déjà très bien, mais effectivement, ce qu'il faut, c'est du concret en face. Qu'est-ce que l'on fait exactement pour combattre l'insécurité? Je crois qu'à un moment donné, il y avait un comité ad hoc ou quelque chose comme ça sur le kidnapping. Mais ce comité n'a rien publié, n'a rien déclaré, n'a rien produit, et donc on n'est pas rassuré. Bon, c'est déjà très bien, mais la suite après, je crois, risque d'être décevante, parce que ça risquerait de ne pas être les priorités de l'exécutif par rapport aux... Soi-disant, c'est une priorité depuis plusieurs années, mais on ne voit rien de concret. Je vais prendre un exemple, c'est juste pour illustrer, parce que j'avais écrit à un moment un éditorial sur les gyrophares. J'habite en Bouibo et je suis constamment dépassée par tout genre de gyrophares. Et nous avons consulté les textes, et les textes disent que seul le président de la République a droit à un passage prioritaire et le véhicule d'ouverture avec gyrophare dessus, etc. Et que seuls les pompiers et les ambulances aussi ont droit à ce passage.
Et c'était un texte de 1960 qui n'avait pas été... et on avait même fait l'enquête auprès de policiers et de gendarmes pour savoir, peut-être qu'il y a des notes, il y a des décrets secrets concernant les gyrophares, et eux ont avoué que eux-mêmes ne savaient pas qui était vraiment autorisé à avoir un gyrophare ou non. Et ensuite, nous avons vu que le président de la République lui-même en avait parlé dans un de ces rendez-vous du président, comme quoi ils allaient limiter le nombre de gyrophares, etc. Et là, pendant peut-être un mois ou deux, ça s'est calmé, et maintenant ça reprend de plus belle. Et c'est là où on ne veut pas juste les paroles, hein. On veut la sortie d'un décret qui m'explique qu'un gyrophare comme ceci est valable, parce que plus c'est transparent, plus les gens savent que voilà le genre de gyrophare légitime, plus il y aura respect de la loi. Et c'est un peu la même chose avec l'insécurité. C'est que la police, la gendarmerie, on hésite même à les appeler quand il y a un cas de cambriolage chez soi, parce que soit on doit aller les chercher et les ramener, soit ils seront là à voir eux-mêmes ce que vous avez dans votre maison. Il y a un manque de confiance totale, hein. Et au lieu de dire nous allons nous attaquer à l'insécurité, dites-moi quelles mesures exactes et montrez-nous exactement qui a été arrêté, des choses très concrètes comme ça. On ne veut pas de non-achevé, quoi. On ne veut pas juste de blabla. On veut du vrai et qui est vérifiable et qui est utilisable. Je sais qu'on publie les numéros, par exemple, des gendarmeries, etc. Mais est-ce qu'il y a des rapports de la gendarmerie de X quartier ou poste avancé ceci sur qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le mois de mars 2018, combien de personnes ils ont arrêtées, combien sont vraiment allés en prison, genre de choses comme ça. On veut du vrai, du concret maintenant, pas juste des promesses. Alors on se dit à très bientôt, dans près de 3 semaines. Très bien. Au revoir. Merci, au revoir.